6 milliards d'euros d'investissement, plus de 22 000 emplois annoncés, et l'arrivée confirmée d'un méga-complexe de 3 parcs à thème internationaux à seulement 40 minutes de Paris, avec en tête d'affiche le premier parc d'Europe dédié à l'univers des mangas et centré sur la licence mythique de Dragon Ball. L'annonce est tombée officiellement ce lundi 24 août 2026 au sommet d'État, et elle a fait l'effet d'une déflagration dans l'industrie mondiale des parcs. Mais derrière l'euphorie de la pop culture et les millions de vues sur les réseaux sociaux, la véritable histoire est ailleurs. Ce projet ne signe pas seulement le retour d'un parc géant en Île-de-France, il déclenche la plus grande guerre de position de l'histoire du divertissement européen. Comment Disneyland Paris et ses 16 millions de visiteurs vont-ils encaisser la fin de leur monopole historique? Le parc Astérix, qui sort d'une année 2025 record avec plus de 2,9 millions d'entrées, est-il en danger immédiat sur son cœur de cible? Et surtout, pourquoi la réalité du terrain Sergi pourrait transformer ce rêve à 6 milliards d'euros en parcours du combattant? Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble. Les chiffres, les stratégies secrètes et l'avenir des parcs en France. Installez-vous bien confortablement de votre côté. N'oubliez pas de vous abonner au passage parce que ça fait toujours plaisir. On va pas se mentir. Et puis titiller un maximum l'algorithme en partageant la vidéo à vos amis, laissant un petit commentaire et surtout en bombardant la barre de like. L'officialisation s'est faite au plus haut niveau politique, lors de la visite du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à Paris. C'est là qu'a été paraphé le protocole d'accord cadre avec Wijaya Investment Company, la filiale du puissant fonds public d'investissement saoudien. Pour mesurer l'échelle financière, on parle donc de 6 milliards d'euros. Et c'est tout simplement le plus gros investissement privé dans les parcs de loisirs en France depuis la convention de Euro Disney signée à la fin des années 80. Et puis, le choix de ce lieu est un symbole absolu. Le site de Courdimanche, à Cergy-Pontoise, c'est l'emprise historique de Mirapolis. Ouvert en 1987 et fermé dans la douleur de 1991. Le terrain est à l'abandon depuis 35 ans et ce dernier s'apprête à prendre une revanche spectaculaire. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Et le sujet qui enflamme X, Reddit, TikTok, bref, tous les réseaux depuis l'annonce. Et la question c'est, quels sont ces fameux 3 parcs? Officiellement, le communiqué conjoint n'a lâché qu'un seul nom. Un parc dédié à la culture manga et à l'animation japonaise avec Dragon Ball en tête de gondole. Pour le reste, silence radio total. Mais la communauté des passionnés des parcs et les observateurs ont déjà décortiqué le catalogue saoudien du Wijaya pour échafauder les théories les plus solides. Et c'est ce que nous allons justement décortiquer ensemble, et on va retenir 3 grosses pistes. Parmi ces 3 pistes, la première, et c'est la première certitude même, c'est un parc d'animation japonaise. Mais la grande question qui divise la toile, c'est est-ce que ça va être un copier-coller du parc saoudien ou un hub multilicences? En Arabie Saoudite, le chantier de 50 hectares est 100% dédié à Dragon Ball avec un grand 8 traversant Dragon Sharon de 70 mètres. Mais en France, beaucoup spéculent sur un concept une miette plus large. Un parc Toei Animation qui intégrerait aux côtés de Dragon Ball des zones thématiques autour des monstres comme One Piece, voire Naruto. Ce serait le paradis absolu pour le public français qui représente le 2e plus gros marché du manga au monde. Concernant la deuxième rumeur, et c'est celle qui tourne en boucle sur les réseaux depuis quelques heures maintenant, c'est l'arrivée historique de la marque Six Flags en France. Pourquoi tout le monde en parle? Parce que l'Arabie Saoudite, le partenaire numéro 1 des Wijaya pour les sensations fortes, c'est précisément Six Flags, avec des records mondiaux de vitesse et de hauteur. La France a d'excellents parcs à thème, mais elle accuse un retard net sur les hypercoasters et les machines à record par rapport à l'Espagne, l'Allemagne, voire même la Belgique. Car oui, en Belgique, on a quand même RTH, on a surtout Conda et l'arrivée en 2028, je vous rappelle, du Loup-Garou by RMC. Ça, par contre, je suis chaud patate, ça me hype. Mais revenons au petit sujet de la vidéo. L'arrivée d'un parc Six Flags en France, et plus particulièrement sur l'ancien site de Mirapolis, viendrait donc combler ce manque et attaquerait frontalement les amateurs de sensations fortes. Et ensuite, pour la 3e piste, et celle-là ne fait pas l'unanimité chez les analystes du secteur, c'est un parc aquatique 4 saisons. Certains espèrent un parc jeux vidéo au cinéma, mais la réalité économique et climatique de l'Île-de-France pointe plutôt vers un complexe aquatique indoor-outdoor, passons au Rulantica. Pourquoi? Parce qu'en plein mois de janvier, quand il fait 3 degrés, il pleut, un parc à thème classique tourne à perte. Un immense dôme aquatique chauffé 365 jours par an
Eh bien, c'est la machine à cash indispensable pour rentabiliser les hôtels et faire rester les visiteurs tout un week-end. Le combo dont tout le monde parle sur les réseaux, c'est donc ce trio. Du manga, des gros coasters à sensations avec Six Flags et un méga parc aquatique couvert. Et c'est clairement ce cocktail qui met un coup de pression monstre à Disney et au parc Astérix. Qu'est-ce que ce séisme va changer pour les leaders en place? Et on va commencer directement pour le géant absolu, Disneyland Paris. Regardons les chiffres en face. En 2025, Disneyland Paris a confirmé sa puissance financière insolente, autour de 16 millions de visiteurs combinés sur ces deux parcs, un chiffre d'affaires en hausse de près de 10% et un bénéfice net record de 260 millions d'euros. Depuis 1992, Disney régnait sans partage sur le tourisme des séjours internationaux en France. Mais alors, est-ce que notre resort parisien dormait sur ses lauriers? Eh bien, possiblement, ou possiblement pas. J'attends d'avoir votre petit avis en commentaire. La destination est déjà en plein chantier avec la métamorphose des Walt Disney Studios en Disney Adventure World. L'ouverture de World of Frozen, le chantier colossal du Roi Lion et les futures extensions qui doivent arriver. L'argent rentre et les projets avancent. Ça, c'est un fait. Mais l'arrivée de 3 nouveaux parcs à 40 minutes seulement de Paris change radicalement la stratégie. Pour la première fois en 34 ans, un rival débarque avec des moyens comparables, des licences générationnelles ultra puissantes et une localisation à moins de 1h30 de voiture. Quel est l'impact majeur du coup? Eh bien, Disney va être contraint de réinvestir massivement pour son parc Disneyland historique, souvent délaissé ces dernières années au profit du second parc. La refonte en profondeur du Discoveryland, l'avenir de Space Mountain, l'ajout du nouveau e-ticket majeur, eh bien, pourrait un petit peu changer la donne. Disney ne pourra plus étaler ses investissements sur 10 ans. On va prendre un exemple concret. Quand Universal a construit Epic Universe en Floride, Disney World a dû riposter immédiatement. En Île-de-France, on n'a peut-être pas encore Universal, mais le rival en tout cas, lui, s'appelle Wijaya. Si Disney doit surveiller son statut de destination phare des séjours en Europe, eh bien pour le parc Astérix, le défi est encore plus direct et potentiellement plus dangereux. En 2025, le parc gaulois de la Compagnie des Alpes a signé un record historique absolu en franchissant la barre symbolique des 2,9 millions de visiteurs par an, consolidant ainsi sa place de deuxième parc le plus visité de France. Une réussite exceptionnelle portée par Toutatis, une thématisation soignée et des saisons d'Halloween qui font le plein chaque année. Mais alors, pourquoi le complexe de Cergy est une menace frontale pour Astérix? Eh bien d'abord, pour une question de public cible. Disneyland attire les très jeunes enfants et les familles internationales. Pour le parc Astérix, eh bien ce dernier a bâti son triomphe sur un public bien plus mature. Les ados, les jeunes adultes et surtout les amateurs de sensations fortes. Or, quelle est la cible numéro 1 de Dragon Ball et d'un éventuel parc Six Flags? Eh bien c'est exactement la même chose et possiblement plus qualitatif. Si Wijaya installe des hypercoasters ou des machines à records mondiaux à 40 minutes de Paris, Astérix va perdre son quasi-monopole des grands 8 majeurs du nord de la capitale. Comment la Compagnie des Alpes peut-elle riposter? Eh bien en accélérant son plan d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros d'ici 2030, en renforçant son offre hôtelière pour verrouiller les séjours de 2 jours et en jouant à fond sa carte maîtresse, l'humour et l'ancrage culturel français. Mais surtout un rapport qualité-prix souvent perçu comme plus accessible que les standards américains ou ceux du Golfe. Alors là, coup de théâtre et douche froide de toutes les dernières minutes. Au moment même où je tourne la vidéo, une information capitale vient de tomber via une enquête du journal Le Monde relayée par Parcs et Loisirs Magazine. Contrairement à ce que l'euphorie politique et l'emballement médiatique laissaient penser, l'accord pour exploiter la licence Dragon Ball en France n'est absolument pas signé à ce stade. Le montage juridique est bien plus complexe qu'il n'y paraît. La marque Dragon Ball est verrouillée par plusieurs géants japonais. Afin de pouvoir exploiter les personnages et l'univers dans un parc physique, il faut impérativement leur feu vert à l'unanimité. Le piège est donc là. Oui, Wijaya détient bien les droits pour construire son parc Dragon Ball en Arabie Saoudite, mais cet accord ne s'applique pas automatiquement à la France. L'Élysée et Wijaya s'étaient d'ailleurs bien gardés de citer explicitement la licence dans leur communiqué initial, avant que certains élus et médias ne s'emballent peut-être un petit peu trop vite. En clair, le parc d'animation japonais à Cergy reste pour l'instant un projet envisagé,
mais absolument pas licenciés. Si les négociations avec les ayants droit japonais capotent, le projet à 6 milliards devra donc trouver une autre locomotive de toute urgence. Alors, au global, est-ce que c'est une excellente ou une mauvaise nouvelle pour l'industrie des parcs en France? Eh bien, la réponse se divise en deux scénarios. Le premier scénario, c'est l'effet Hub Orlando. C'est la vision la plus enthousiasmante. À l'image de la Floride, multiplier les parcs de classe mondiale transformerait l'Île-de-France en capitale absolue du divertissement en Europe. Alors prenons un exemple tout bête. Un touriste britannique, espagnol ou alors encore allemand, eh bien si ce dernier hésitait à venir uniquement pour Disney, eh bien il va pouvoir désormais bloquer une semaine complète pour enchaîner Disney, Astérix et les futurs parcs qui vont se trouver à Cergy. À ce moment-là, c'est tout le secteur qui va en profiter. Les hôtels vont se remplir et l'économie va tourner. Le scénario numéro 2, eh bien on va parler de la cannibalisation locale. Le budget loisir des ménages français n'étant pas extensible, une famille qui s'accorde sur 1 ou 2 journées par an devra donc trancher. Si l'offre explose sans hausse du pouvoir d'achat, eh bien on va tout droit vers une guerre féroce sur les billets d'entrée et les passes annuelles afin de capter le public de la région. Mais avant de pouvoir monter dans les montagnes russes, eh bien qui vont prendre place à l'ancien site de Mirapolis, il y a une dure réalité du terrain. Et ce dossier comporte 3 verrous majeurs que la communication officielle ne met pas vraiment en avant. Le premier verrou, ou premier point de blocage, c'est la réalité humaine du terrain. Ce que les plans 3D ne montrent pas, c'est que l'ancien domaine du Mirapolis n'est pas désert. Près de 300 personnes, soit une centaine de familles de gens du voyage, y sont installées et sédentarisées depuis 2017. Le lendemain de la même annonce, l'angoisse est montée d'un cran concernant l'avenir des foyers et l'école des enfants. La mairie de Courdimanche a d'ailleurs posé ses conditions. Rien ne bougera sans relogement digne et pérenne. C'est précisément cette complexité sociale qui a fait capoter toutes les tentatives de rachat depuis des décennies. Le deuxième verrou, et c'est d'ailleurs un sujet qui a fait exploser les commentaires des riverains, c'est l'impasse des transports et de la voirie. Ne vous fiez pas à la proximité théorique avec Paris. Autour de l'ancien Mirapolis, l'infrastructure actuelle est incapable d'absorber une telle masse. D'abord sur la route, l'autoroute A15 est déjà saturée tous les jours. Et l'accès final au site se fait par des départementales et des ronds-points urbains totalement inadaptés à des convois de bus et des milliers de voitures quotidiennes. Sans échangeur direct et un réaménagement lourd des axes secondaires, c'est l'asphyxie locale immédiate. Et ensuite, ce sont les rails. Contrairement à Disneyland Paris où le RER et le TGV arrivent pratiquement devant les tourniquets, le RER A, lui, s'arrête à la gare de Cergy-le-Haut, à près de 2 km du site. Afin d'éviter la rupture de charge, il faudra soit prolonger les voies ferrées, soit créer une ligne dédiée de navettes en site propre. Ce sont donc des centaines de millions d'euros d'aménagement public et des années de chantier qu'il va falloir faire avant même de poser le premier rail du Grand 8. Et enfin, le troisième verrou, on va parler d'une impasse spatiale et surtout un mur écologique. Regardez les chiffres. L'emprise historique du Mirapolis fait à peine 45 voire 47 hectares. Or, pour vous donner un ordre de grandeur dans l'industrie, le parc Dragon Ball en construction à Kwijaya s'étend lui seul sur 50 hectares. Ajoutez-y un parc à sensation de type Six Flags avec des zones de sécurité, des grands 8, des méga parcs aquatiques, les hôtels, les coulisses techniques et surtout les parkings capables d'absorber des dizaines de milliers de véhicules par jour. Mais avec 45 hectares, objectivement, on ne va pas pouvoir construire grand-chose. Un complexe tripartite de cette envergure exigerait entre 150 et 200 hectares minimum, et je dis bien minimum, pour pouvoir respirer. La seule solution mathématique, c'est donc d'exproprier et d'avaler massivement les terres agricoles et naturelles de la plaine environnante. Sauf qu'en France, nous ne sommes plus dans les années 80 d'Euro Disney. Aujourd'hui, la loi zéro artificialisation nette impose de diviser par deux la consommation des espaces naturels d'ici 2030 avant d'interdire toute bétonisation nette d'ici 2050. Convertir des dizaines d'hectares de terre en parking, en décor, en tout ce que vous voulez pour que le complexe se développe, eh bien risque de déclencher une tempête. On va avoir droit à des études d'impact sur la biodiversité, des contestations des collectifs écologistes, des enquêtes publiques sous haute tension et des recours administratifs qui peuvent geler le chantier pendant des années. Rien que sur ce plan, viser une ouverture complète en 2030
Bah, ça relève quand même du tour de force administratif. 2030, n'y comptez pas. Vous voyez plutôt un horizon 2035 facile et encore 2035, je suis gentil. Il y a un monde où Disneyland Paris va annoncer son 3e parc et le complexe de Cergy, lui, sera totalement en construction. Ce ne sera pas en 2036. Encore une fois, wait and see, ce ne sont que des spéculations et des petites spéculations personnelles. Pour résumer, l'annonce de ce complexe sur l'ancien site de Mirapolis est tout simplement un tournant historique. L'argent est là, la licence Dragon Ball est une arme de destruction massive, et la concurrence va pousser Disneyland et le parc Astérix à devoir se surpasser. Mais entre un protocole d'accord signé à l'Élysée et l'inauguration réelle des attractions, je vous le dis, le chemin risque d'être long. Je veux maintenant avoir votre avis en commentaire. Selon vous, qui a le plus à craindre de ce nouveau géant ? Disneyland Paris ou le parc Astérix ? Croyez-vous sincèrement à une ouverture complète des 3 parcs entre 2030 et 2035 ? Faites-vous à moi, un petit peu mal embarqué, mais c'est votre avis que j'aimerais bien avoir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de bombarder la barre de like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et puis, d'ici la prochaine vidéo justement, tâchez de bien vous porter.